Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow. Et on se retrouve aujourd'hui pour mon petit point d'artiste de décembre 2020, comme on a chaque mois, et qui va être aussi ce mois-ci un partage de, on va dire, la leçon la plus importante que j'ai comprise en tant qu'artiste pour toute l'année 2020. Ce qui m'a donné envie de vous parler de ça aujourd'hui, c'est une expérience que j'ai vécue ce mois de décembre. C'est-à-dire que, vous le savez peut-être, je suis chef de communication France pour un studio de jeux vidéo en freelance, en parallèle de mes activités d'artiste indépendante, de manière à ce que le loyer, etc. ne pèse pas sur ma créativité, c'est un choix que j'ai fait. Et ce mois-ci, on sortait le jeu vidéo sur lequel je travaille depuis 3 ans, et du coup j'ai eu énormément de travail. Et je me suis retrouvée dans une situation où j'ai passé plusieurs semaines à ne faire que mon travail de communication pendant les heures de travail et même parfois en dehors des heures de travail. C'est comme ça quand on fait un lancement en communication, hein, ça fait partie du métier. Alors, est-ce que ça paraît un peu étrange? Bah non, parce que la plupart des personnes qui sont salariées, etc., ou même qui sont pas salariées, qui sont indépendantes, ont une activité professionnelle et ne font que ça dans leur temps professionnel, et c'est quelque chose de tout à fait normal. Et en l'occurrence, je savais que le jeu sortait à ce moment-là, donc je m'étais préparée à la fois psychologiquement et dans mon organisation pour que les contenus soient prêts pour Floryteller. Par exemple, j'ai lancé le dernier produit sur la boutique, là, le kit Slow, je l'ai sorti, enfin je l'ai fini de le préparer juste avant le gros rush, voilà, j'avais tout planifié, donc il n'y a rien d'extraordinaire à ça, c'est pas une découverte et c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Par contre, pourquoi je le partage avec vous aujourd'hui, c'est parce que donc, dans ma personnalité, je suis ce qu'on appelle parfois multipotentiel, slasher, multipassionné, moi j'utilise le terme pluriel, artiste pluriel pour parler de ça, qui est que j'ai toujours eu plein de centres d'intérêt différents, j'ai toujours été attirée par le fait de faire plein de choses différentes dans mon quotidien, et en fait je me suis rendu compte pendant ces quelques semaines où j'ai dû me consacrer uniquement à mon travail de communication qu'au bout d'un moment, j'en pouvais plus en fait. C'est-à-dire que concrètement, je me suis rendu compte à quel point non seulement ce côté pluriel fait partie de mon mode de fonctionnement, de ma personnalité, mais que ça fait partie des éléments qui me rendent heureuse en fait. Quand je ne peux plus consacrer du temps à picorer différents centres d'intérêt, à suivre un petit peu ma curiosité, à apprendre des choses nouvelles, à avoir de la diversité dans mes journées, dans mes semaines, etc. Si j'ai pas ça, eh ben ça me rend malheureuse. Et là, je suis arrivée sur la deuxième semaine de décembre, où ça commençait à faire plusieurs semaines que je faisais que de la communication pour pouvoir sortir ce fameux jeu. Je me suis rendu compte que je ressentais j'ai eu comme un espèce de crash émotionnel, un énorme sentiment d'insatisfaction, de frustration, ouais vraiment, ça me convenait plus quoi. Donc là c'est quelque chose de temporaire, il n'y a pas de souci, ça arrive une fois tous les 5 ans, et de manière générale dans mon métier de communication, c'est 2-3 fois par an qu'on a vraiment un pic de travail tel que je ne peux pas consacrer de temps à autre chose, donc ça fait partie du jeu. Et je suis tellement reconnaissante en fait d'avoir ce travail de communication, il m'apporte tellement que c'est un petit prix à payer parce que c'est temporaire donc c'est pas grave. Mais j'ai trouvé ça intéressant comme expérience parce que, et c'est là que ça rejoint la leçon que j'ai envie de partager avec vous sur l'ensemble de 2020, c'est que c'est un petit peu la preuve de à quel point cette caractéristique-là en particulier, c'est-à-dire ma multipotentialité, fait vraiment partie intégrante de moi et fait partie intégrante de ce qui me rend heureuse. Et il faut savoir que ce côté multipotentiel dont je suis au courant depuis très longtemps, hein, parce que le concept de slasher, ça fait plusieurs années que c'est à la mode, j'en ai entendu parler il y a plusieurs années, je sais que je m'y reconnais, donc c'est pas une découverte pour moi en 2020. Par contre, jusqu'à présent, je me suis toujours sentie coupable de cette caractéristique de ma personnalité. En tant qu'artiste, je suis entourée d'autres artistes qui sont plutôt monotâches. Alors, je suis pas la seule à être multipotentielle dans mon groupe d'artistes, parce que je pense qu'on s'attire aussi entre personnes semblables, mais je connais beaucoup, par exemple, d'auteurs et d'autrices de fiction qui ne font que de l'écriture de fiction.
qui n'ont ni d'autres formes d'écriture, ni d'autres formes d'art. Et ce sont des gens dont j'ai suivi le parcours qui ont vachement plus vite évolué que moi en fait, hein, dans leur carrière d'écrivain et d'écrivaine. C'est-à-dire qu'ils ont écrit plus de romans, plus de textes de manière générale, ils ont soumis plus de textes des éditeurs, et donc machinalement, ils ont eu des publications plus tôt que moi, et plus de publications, et ils ont commencé à être invités dans des salons. Voilà, leur carrière, elle a démarré, là où ma carrière d'autrice de fiction, en tout cas dans le milieu éditorial de l'imaginaire, elle est encore à ses débuts, puisque j'ai quelques nouvelles qui sont publiées dans des anthologies à compte d'éditeur, et puis j'ai la collection Café Litté auto-publiée sur ma boutique, mais autrement, voilà, j'ai un roman en soumission qui n'a toujours pas trouvé preneur, un deuxième roman qui n'a pas encore été corrigé, là c'est à moi de le faire, et j'ai pas d'autres romans que ces deux-là déjà terminés, alors que j'ai des copains-copines que j'ai rencontrés sur le forum d'écriture il y a 5 ans, qui en 5 ans ont écrit une dizaine de romans, quoi. Et donc pour cette raison, je me suis très longtemps sentie coupable de ce côté multipotentiel, parce que là où un auteur ou une autrice qui ne fait que ça peut consacrer tout son temps créatif, même s'ils ont un travail par ailleurs, hein, beaucoup, l'immense majorité de mes amis artistes ont une autre activité professionnelle par ailleurs, que ce soit une activité freelance ou une activité salariée, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc là, on parle pas d'être artiste à temps plein ou pas à temps plein, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est vraiment le fait que comme ils peuvent consacrer toute leur énergie créative et tout leur temps disponible à seulement écrire des romans, alors que moi, cette énergie créative et ce temps libre, c'est un petit peu éparpillé entre les romans, les poèmes, la non-fiction créative, les essais, les podcasts, les vidéos, les illustrations, l'aquarelle, l'encre. Voilà, moi je suis très plurielle hein, dans mes disciplines artistiques. Donc là où tous les jours un auteur, mettons, va passer 2 heures par jour à avancer son roman, bah moi les 2 heures par jour ça va être un coup le roman, un coup YouTube, un coup le poème, etc. Vous avez compris le principe. Et résultat, bah, je n'avance vraiment dans aucune des carrières par rapport à quelqu'un qui serait seulement auteur ou autrice, par rapport à quelqu'un qui serait seulement illustrateur ou illustratrice, d'un autre côté par exemple. Et donc pour cette raison-là, je me suis très longtemps sentie coupable donc d'être multipotentielle, d'autant que dans la société, la norme sociale n'est pas aux compétences transverses. Vous savez, on dit Jack of all trades, master of none, ça veut dire en français apprenti de tous les métiers, mais maître d'aucun métier finalement. Donc il y a un peu cette idée dans la norme sociale que c'est mieux d'être spécialisé, et je pense que c'est d'autant plus vrai en France, où on met vraiment en avant les métiers ultra spécialisés. Quand on commence à faire un CV et à postuler, il faut avoir exactement le même titre de poste et le même bon diplôme, machin. On n'est pas du tout dans une société qui met en avant la richesse des personnes qui ont des compétences plurielles en fait. Et ça aussi, ça a fait partie du fait que je me suis très longtemps sentie coupable de cette caractéristique-là. Et si vous n'êtes pas multipotentiel, je vous invite à transposer cette réflexion sur une autre caractéristique de votre personnalité que vous avez, mais qui n'est pas valorisée dans la société, parce que c'est souvent dans ce cas-là. C'est souvent dans le cas où on a une différence, une particularité qui n'est pas valorisée dans la société, qu'on va se sentir coupable de l'avoir. Moi, c'est ce qui s'est passé avec le multipotentiel. Pendant très longtemps, je me suis sentie coupable. Je me suis dit, c'est de ma faute si ma carrière d'artiste décolle pas parce que je ne suis pas spécialisée. C'est de ma faute si j'ai tenu un blog pendant 10 ans sans qu'il décolle, alors que j'ai vu des blogs décoller autour de moi ces 10 dernières années, parce que c'était des blogs plus spécialisés autour de niches, alors que moi, mes blogs, j'ai toujours parlé d'un petit peu tout ce qui m'intéresse, et je suis toujours un peu partie dans tous les sens. Et du coup, comme il n'y a pas de ligne éditoriale claire et de promesses claires, c'est vrai que mes contenus ont mis beaucoup de temps à décoller. Donc voilà, j'ai toujours eu cette culpabilité autour de ça, en me disant je me nuis à moi-même, et pourquoi je suis pas foutue de rester concentrée sur un seul truc, pourquoi je suis aussi dissipée, pourquoi je m'ennuie dès que je fais que la même chose, je suis pas capable de m'engager sur un truc, je suis pas capable d'aller au bout d'un projet, je suis pas... Vous voyez le discours intérieur hyper négatif en fait, autour de ça. Ce qui m'amène à ma leçon donc de 2020, c'est que j'ai appris à accueillir toutes ces particularités-là, dont l'exemple que je vous donne dans ce point-là, qui est le fait d'être multipotentiel, grâce
à l'amour de soi. Donc l'amour de soi, ça a plusieurs noms en fonction du type de, de recherche psychologique ou de coaching ou de développement personnel, etc. C'est-à-dire c'est l'amour de soi, l'autocompassion, la bienveillance envers soi-même, la gentillesse envers soi-même, tous ces sujets-là en fait qu'on retrouve en philosophie, en psychologie, en développement personnel, etc. C'est le concept. Je pense qu'on en fera une vidéo dédiée, hein, mais pour vous présenter brièvement, c'est le concept de se traiter soi-même comme on traiterait son ou sa meilleure amie, ou comme on traiterait quelqu'un qu'on aime, ses parents, ses enfants, ses frères et sœurs, ses amis, etc. etc. C'est-à-dire c'est l'idée de changer notre discours intérieur de manière à être là pour soi en fait, à s'accueillir soi-même avec ouverture, avec bienveillance, avec curiosité, avec amour, et sans jugement, sans culpabilisation, sans autoflagellation, etc., etc. Donc on en parlera plus en détail hein, sur comment cultiver cet amour de soi. Ce que vous avez à comprendre sur le concept pour comprendre mon point d'aujourd'hui, c'est que imaginez que vous avez rendez-vous autour d'un thé avec un ami, un ou une amie, et vous voyez bien qu'elle est pas bien, cette amie. Et vous avez deux réactions possibles. Vous pouvez lui dire « Non mais quelle conne, comment tu fais pas bien, mais c'est juste un boulot, qu'est-ce que tu t'en fous ?» Par exemple pour multipotentiel, comment ça, tu te sens coupable d'être multipotentiel. Non mais déjà, tu pourrais te concentrer sur un truc unique, tu commences à faire chier à être multipotentiel comme ça, tu pourrais pas faire comme tout le monde, blablabla. Imaginez cette situation. Et situation numéro 2, imaginez « Ah mais qu'est-ce qui t'arrive, je vois que tu es pas bien là. Bah attends, viens, on va se commander un bon chocolat chaud puis tu vas tout me raconter. » Dans quelle des deux situations, à votre avis, votre amie va oser se confier à vous? Si vous l'accablez, que vous la culpabilisez, etc., elle va complètement se renfermer sur elle-même, peut-être qu'elle va s'auto-culpabiliser encore plus. Alors que si vous êtes bienveillant ou bienveillante, que vous accueillez sa situation, que vous êtes ouverte à écouter ses émotions, etc., et ben vous allez voir que votre amie, elle va se confier à vous, elle va se sentir en confiance en fait de se confier à vous. Et en fait, ma grande leçon de 2020, c'est que c'est la même chose pour le discours intérieur en fait. C'est-à-dire que si vous vous accueillez vous-même, vos pensées, vos émotions, vos doutes, vos peurs, votre intuition, votre voix intérieure, si vous accueillez tout ça comme vous accueilleriez votre meilleur ami qui se confie à vous, et ben ça ouvre le canal de dialogue avec soi-même. Et en 2020, en pratiquant donc l'amour de moi, etc., et en accueillant ce qui revient à la surface, qui je suis au fond de moi, sans me juger, et ben j'ai gagné en clarté en fait sur énormément de choses, en termes de mes valeurs, en termes de ce que je veux vraiment. Je me suis avouée en fait énormément de choses que je refoulais jusqu'à présent. Et en fait, c'est vraiment cet état d'amour inconditionnel qu'on se porte à soi-même et de s'accepter tel qu'on est maintenant, là où on en est maintenant, même si on n'est pas tout à fait en ligne avec les valeurs, qu'on n'est pas tout à fait en ligne avec la personne qu'on voudrait être, mais être capable de s'accueillir tel qu'on est et d'accueillir justement ces petites différences, ce côté atypique, parce que je pense que nous sommes tous et toutes, en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant, en tant qu'être organique, on n'est pas des machines, on est des organismes en fait vivants qui avons des particularités qui sont des imperfections en quelque sorte, dans le sens premier du terme, à savoir qu'on n'est pas des machines, on ne sort pas d'une chaîne de production où chaque humain est exactement pareil, très lisse, très parfait, très machin. Non, le monde organique, il n'y en a pas deux pareils, il n'y a pas deux humains pareils, il n'y a pas deux plantes pareilles, il n'y a pas deux insectes pareils, etc., etc. Et c'est ce qui fait notre richesse en fait. C'est-à-dire que grâce à l'amour de soi, j'ai changé mon imaginaire intérieur sur comment je vois mes différences en général, dont le fait que je suis multipotentielle en particulier pour l'exemple d'aujourd'hui. J'ai appris à voir ça non pas comme des défauts, ou sur la chaîne de production de l'usine, vous savez, les objets qui ont des défauts, on les vire, soit on les jette complètement, soit on fait un rabais de prix parce qu'il n'est pas parfait. Les humains, c'est pas comme ça, on n'est pas des machines. J'ai appris à voir ça plutôt comme c'est ce qui fait ma richesse,
votre richesse, notre richesse. C'est-à-dire que c'est pas moi qui me mets au-dessus des autres parce que je suis unique et pas vous. C'est un état d'esprit qui est valable pour tous les êtres vivants et tous les êtres humains. On se place pas... tous les êtres humains ont une valeur inconditionnelle en fait, qui est la même parce que nous sommes des êtres vivants, il n'y en a pas qui sont au-dessus des autres. Et non seulement ça m'a appris à accueillir mes différences, à accueillir ce que je considérais comme des défauts jusqu'à présent, avec énormément de bienveillance et d'amour, plutôt que de m'auto-flageller de les avoir, mais en plus ça m'a permis de petit à petit, ça prend du temps, hein, de petit à petit les voir comme une chance en fait. Parce que si on prend l'écosystème humain, nous ce qu'on peut apporter à nos proches, voilà, la valeur qu'on peut apporter en tant qu'être humain, si on était tous pareils, tous des robots, avec exactement les mêmes compétences, exactement la même expérience, exactement les mêmes goûts, exactement les mêmes talents, exactement les mêmes centres d'intérêt, on n'aurait rien à apporter à personne en fait. Parce que tous les autres auraient les mêmes talents que nous, tous les autres auraient les mêmes qualités que nous, donc on pourrait rien leur apporter. Ce qui fait que notre singularité apporte de la richesse à d'autres personnes, c'est parce qu'on est différents les uns des autres, et qu'on peut être complémentaires les uns avec les autres, et qu'on peut s'enrichir mutuellement. Un écosystème, alors là je suis pas hyper calée là-dedans, mais on va faire un mini parallèle, dites-moi si je me trompe, si vous y connaissez mieux que moi, mais dans l'agriculture par exemple, les monocultures ça fait énormément de mal au sol, aux plantes, c'est pour ça qu'on est obligé de beaucoup mettre de pesticides et de choses comme ça, parce que ça déséquilibre en fait l'écosystème naturel. Et tout ce qui est permaculture, je vous invite à vous renseigner si vous voulez en savoir plus là-dessus, tout ce qui est permaculture, ce sont des théories où on ramène justement dans le potager par exemple, les différents types de plantes et où on laisse venir les différents insectes, etc. parce qu'ils sont complémentaires les uns aux autres et ils enrichissent le sol et ils permettent de garder les nutriments, de garder l'eau, etc. Et ça fait un potager beaucoup plus sain et beaucoup plus riche quand dedans vous avez plein d'espèces de plantes différentes versus une monoculture. Et en fait, c'est exactement la même chose avec ça. Nos différences, et surtout celles qu'on a du mal à accepter, comme le côté multipotentiel, parce que ça va à contre-courant de ce que la société nous dit qu'il faudrait qu'on soit, en fait, nos différences, c'est notre richesse. C'est ce qu'on peut apporter aux autres. Et par exemple, ce côté multipotentiel, que j'ai fini de complètement accueillir en décembre 2020, parce que je me suis rendu compte à quel point ça me rend malheureuse quand je ne m'écoute pas et quand je ne diversifie pas mes activités au sein d'une journée, d'une semaine, etc. Donc en fait, ça nous rend malheureux de rejeter nos propres différences. C'est ça que j'ai appris au mois de décembre. Et du coup, ce que j'ai appris sur l'ensemble de 2020, c'est que toutes ces différences-là dont j'avais honte, dont on a honte en fait, parce qu'on veut... C'est normal, ça aussi c'est humain. On a honte de nos différences parce qu'on veut rentrer dans le groupe, parce qu'on veut être accepté. Ça c'est des réflexes de survie, parce qu'on est une espèce tribale, en fait on est une espèce de groupe qui survit en groupe. Donc c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal d'avoir peur de nos propres différences et de vouloir se conformer. C'est tout à fait normal, on n'a pas à se... C'est la première étape de l'accueil de soi, c'est qu'on n'a pas à s'auto-juger d'être comme ça. Mais ce que j'ai compris par rapport à tout ça, en prenant un petit peu de recul par rapport à tout ça, c'est que non seulement je peux avoir une première étape qui est d'accepter ces différences-là, d'accepter que je suis comme je suis, donc faire un audit en fait quelque part où je regarde en face la réalité telle qu'elle est plutôt que d'espérer que je sois une personne différente que ce que je suis. Mais la deuxième étape que je suis en train d'atteindre aujourd'hui à la fin de l'année, après 9 mois de travail sur l'amour de moi, c'est l'étape où je me rends compte que c'est en fait une richesse, que c'est en fait une qualité et pas un défaut. Parce que ça apporte de la richesse à l'écosystème, parce que ça fait partie de mon individualité, et parce que ça fait partie du fait qu'il n'y a pas deux artistes comme moi. Et pour terminer, je vais reboucler sur l'exemple que je vous donnais par rapport aux auteurs et autrices qui ont publié plusieurs livres par rapport à moi, ou aux illustrateurs et illustratrices qui ont déjà tout un portfolio avec plein d'originaux à l'aquarelle, alors que moi j'ai pas encore ça. Alors, ces personnes spécialisées ont aussi une valeur inaliénable, et ils ne sont ni mieux ni moins bien que moi. Ils ont leur patte à apporter en passant des heures et des heures et des heures sur le même art. Mais moi, avec mes arts pluriels, je suis capable, même si je suis, on va dire, apprentie de plusieurs talents et que j'arriverai jamais au niveau de maîtrise de quelqu'un qui est monomaniaque sur un seul talent, mais cette pluralité me permet de faire des mélanges
de faire des œuvres d'art transverses, de proposer des choses que ces autres artistes-là que j'ai enviés pendant si longtemps ne peuvent pas apporter. J'ai ma propre richesse par rapport à eux et par rapport à elles en fait. Donc j'en arrive au point où non seulement j'accepte ce genre de différences, mais je les accueille avec gratitude en fait, en me disant ça fait partie de qui je suis. Et l'étape suivante, c'est d'en tirer le meilleur parti pour enrichir mon art et pour apporter encore plus de valeur autour de moi. Et ça, on en reparlera plus en détail dans une vidéo et probablement en podcast aussi, où je vous parlerai de ce que j'ai prévu pour 2021. Mais j'ai prévu de développer, en fait, de créer des œuvres d'art plurielles et de développer notamment sur les curiosités de Florivine, qui est ma boutique en ligne, qui est pour l'instant un bébé boutique où il n'y a pas grand chose dessus. Mais j'ai prévu en 2021 de la développer avec des nouvelles de fiction, avec des illustrations, mais aussi avec des œuvres d'art hybrides qui représentent ma singularité d'artiste pluriel, qui représentent ma pluralité quelque part. Et quelque part, je trouve l'inspiration, la force, la confiance aussi de vous proposer ça parce que je me suis donné de l'amour pendant cette année 2020 et parce que j'ai accepté, accueilli et ressenti de la gratitude pour ce côté pluriel et que du coup je vais pouvoir puiser dedans comme une ressource plutôt que de le voir comme un défaut à refouler ou à cacher ou duquel avoir honte. Voilà donc pour mon grand apprentissage de l'année 2020, le côté multipotentiel c'est un exemple, vous pouvez mettre n'importe quoi à la place, mais je vous invite à vous intéresser vraiment à tout ce qui est amour de soi, etc. Parce qu'on vit dans une société qui ne voit pas ça d'un bon œil quelque part, parce que c'est un petit peu le côté judéo-chrétien, c'est-à-dire qu'on voit ça comme si on se donne de l'amour à soi-même, c'est égoïste, c'est arrogant, ça va être complaisant, donc on a tendance à voir ça de manière négative, on ne s'autorise pas à s'aimer, mais j'ai envie de vous encourager aujourd'hui à vous autoriser, à vous aimer, à vous autoriser, à vous traiter vous-même comme vous traitez les gens que vous aimez. Parce que ça change tout. Et non seulement ça ne rend pas arrogant, condescendant ou que sais-je, mais au contraire, ça nous permet d'enrichir encore plus l'écosystème autour de nous et de donner encore plus de valeur aux gens qui nous entourent. C'est quelque chose de magnifique. C'est un apprentissage. Je remercie de tout mon cœur l'année 2020, même si elle est très particulière. Je remercie de tout mon cœur l'année 2020 de m'avoir appris ça. Et j'espère que ce petit bilan vous inspirera à vous intéresser à la question à votre tour, si vous en ressentez le besoin ou l'envie. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir écouté ou regardé ce point du mois de décembre 2020 avec moi jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!